Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La secrétaire générale de l'OIF annonce une réforme de l'institution. Monaco accueille la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. 88 pays, des ONG et des jeunes prennent part à la rencontre. Louise Mushikiwabo annonce la tenue du sommet de la francophonie l'année prochaine à Tunis, en Tunisie. À Paris, en France, la Côte d'Ivoire fait montre de son leadership dans le domaine du cacao. Le pays est à l'honneur à la 25e édition du Salon du chocolat. Le Conseil Café Cacao et la Fondation Children of Africa rassurent les partenaires et les participants sur l'engagement du pays dans la lutte contre la traite des enfants dans la cacao-culture. Et puis la Bissa, c'est finalement du 17 novembre au 1er décembre à Grand-Bassam. Les nouvelles dates annoncées aujourd'hui dans la cour royale. Les organisateurs assurent la grande fête du peuple Nzima aura bel et bien lieu cette année. La conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie tenue à Monaco, 88 pays représentés, des ONG et des jeunes présents à ce rendez-vous dans la principauté. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, entend réformer l'institution. Elle annonce la tenue du prochain sommet de la francophonie à Tunis en 2020. Le point avec Kabiba Dambélé-Saoué. La grande famille de la francophonie s'est retrouvée dans la sublime principauté de Monaco, encore appelé le Rocher, pour une belle cérémonie au centre Grimaldi du nom de la famille régnante. Cérémonie présidée par la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, en présence du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie Amadou Soumoro, de ministres et experts des pays membres et de nombreux jeunes, tous défenseurs convaincus de la langue française. Le français est notre patrimoine, a martelé le représentant du gouvernement de la principauté de Monaco. La francophonie, selon lui, rime avec universalité, diversité et solidarité. Le ministre arménien des Affaires étrangères ajoute que la francophonie véhicule des valeurs de paix. Par conséquent, il faut un projet solidaire pour faire face aux nouvelles menaces telles que le terrorisme et le réchauffement climatique. De nombreux jeunes, à travers des prestations variées et rythmées, ont montré leur savoir-faire et leur maîtrise de la langue de Molière. Et c'est une première. Des étudiants en sciences politiques ont exposé leur vision de la francophonie, un état d'esprit, une force unifiante selon eux, qui réunit 88 États et qui doit promouvoir l'accès à l'éducation, l'égalité, la liberté et réconcilier l'humanité avec la planète grâce à la préservation de l'environnement. Louise Mushikiwabo, élue secrétaire générale il y a 1 an, a promis des réformes et réitère son engagement à mener des actions fortes et ciblées. Ramener les populations au cœur de nos missions, c'est dans cet objectif que j'ai tenu pendant mes différentes visites dans vos États et gouvernements respectifs à voir de près les projets que l'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre sur le terrain. Partout où je suis passée, en Afrique, en Europe, dans les Amériques et en Asie, j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction que la francophonie jouit d'un important capital de sympathie. J'ai ainsi pris la mesure du potentiel encore largement inexploité de notre organisation et des immenses attentes de nos populations. Pour exploiter pleinement ce potentiel, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas simplement de faire plus, il s'agit surtout de faire mieux. Nous et vous, les États, ensemble. Nous avons pris un certain nombre de décisions pour rendre nos instances plus axées sur nos priorités et plus efficaces. Nous nous sommes attaqués à nos méthodes de travail pour les rendre plus souples, plus transparentes et pour nous assurer aussi que chaque action soit faite au bénéfice de tous. Et faire mieux, c'est parfois peut-être faire moins. Resserrer nos activités, mener des actions plus ciblées, mais à plus fort impact dans les domaines où réside notre valeur ajoutée.
L'hôte de ces assises, le prince Albert II de Monaco, a traduit son soutien à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et à son projet de réforme. Pour le prince Albert II, la francophonie est une force car elle implique 300 millions de locuteurs issus de 88 États sur les 5 continents. Un espace de valeur, de respect de l'état de droit, de solidarité et de partage. Il a insisté sur la nécessité de veiller au respect de l'environnement et de la biodiversité, le credo de la principauté. Le prochain sommet de la francophonie qui marquera son cinquantenaire sera organisé en Tunisie en 2020 et c'est la République démocratique du Congo qui accueillera les Jeux de la francophonie en 2021. Et de Monaco, on se rend à présent à Paris, la Côte d'Ivoire à l'honneur. Il se tient la 25e édition du Salon du chocolat dans la capitale française. Le Conseil du café cacao a initié une formation à la connaissance des fèves du cacao et à la production du chocolat. L'organe de régulation et la fondation Children of Africa ont évoqué les actions de lutte contre le travail des enfants. Noël Niagnou est notre envoyé spécial à Paris. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le Conseil du café cacao, l'ONG Children of Africa de Dominique Ouattara, les pouvoirs publics ivoiriens se sont appropriés cette maxime durant ce 27e salon du chocolat à travers diverses actions. En prime, la formation des consommateurs de demain. C'est déjà un pari gagné que les enfants puissent s'approprier le processus de production du cacao et de fabrication des chocolats. Et nous espérons pouvoir, comme je l'ai toujours dit, avoir des chocolatiers pépinières qui vont pousser avec tout ce qu'il faut comme encadrement. Les enfants que nous enseignons seront des décideurs demain. Ils pourront effectivement au cours de l'onde, s'ils arrivent à y fréquenter, à plaider pour nos cacaoculteurs au niveau du prix du cacao, pour qu'il y ait une révalorisation des prix. Les jeunes pousses saluent l'initiative. J'ai goûté, c'était à l'air bon et j'ai bien aimé le chocolat. Quand je vais manger du chocolat, je vais voir tout le travail effectué par les producteurs, etc. C'est une forme de prise de conscience de tout ce qui permet à nous, consommateurs, d'obtenir le chocolat. Au-delà de ces enfants, l'action d'initiation et de découverte du cacao et du chocolat doivent prendre pied en Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est la durabilité du cacao. Et lorsqu'on parle de la durabilité, ce n'est pas par rapport seulement à la production. Mais il faut que, quand on produit, il y ait des consommateurs au niveau final. Et il faut leur apprendre donc à aimer le chocolat, le goût du cacao. Chez nous, par exemple, nous allons voir avec Madame le ministre de l'Éducation nationale pour insérer la notion de consommation du chocolat au niveau des cantines scolaires. Et dans tous les bureaux, il faut qu'au moins il y ait du chocolat. Nous ne pouvons pas produire nous-mêmes notre cacao alors que nous ne sommes pas capables de le consommer. Autre tradition de l'appropriation de la maxime, le panel organisé conjointement par le Conseil du café cacao et l'ONG Children of Africa. Au cœur du débat, la problématique du travail des enfants et la déforestation, une menace pour le climat. Deux préoccupations capitales des consommateurs. Avec force argument, les différents intervenants ont apporté les preuves des actions menées de sorte à rassurer le public. Pour adresser la question du travail des enfants, il faut la conjugaison de tous les efforts. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire appelle à la mobilisation de tous les acteurs, de tous les donateurs pour intensifier les efforts en matière de lutte contre le travail des enfants. Quand je dis intensifier, ça veut dire davantage de ressources financières, davantage de ressources matérielles pour adresser la question du travail des enfants, en ayant à l'esprit que 2025, c'est demain. Au total, le leader mondial du cacao s'est donné les moyens du maintien de cet avantage comparatif parce que le cacao est à la Côte d'Ivoire, ce que le pétrole est au pays du Golfe. Et l'actualité en France, c'est aussi ce grand rassemblement du RHDP. Environ 5000 militants ont assisté à la rentrée politique du parti. C'était ce samedi au Palais des Congrès de Montreuil. Ils ont exprimé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a invité ses militants à rester mobilisés pour les échéances futures. Ils ont promis de s'investir sur le terrain pour porter davantage les valeurs de paix et de développement prônées par le président de la République, Alassane Ouattara.
Et ici en Côte d'Ivoire, le RHDP lance une nouvelle plateforme d'adhésion au parti. C'était ce samedi face à des milliers de militants, une plateforme numérique dont l'enrôlement se fait via une inscription en ligne. Elle va permettre d'avoir une base de données des militants. Ces derniers que le directeur exécutif du RHDP exhorte à se faire enrôler de façon massive et rigorée. Standing ovation pour Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national et militante de première heure. Henriette Dagri Diabaté représentait le président du parti à cette cérémonie d'adhésion numérique des militants du RHDP. Une innovation. La plateforme e-militant va donc vous permettre d'adhérer au RHDP, de faire des dons, de payer votre adhésion, d'envoyer des photos, des vidéos, des notes verbales et des notes vocales. C'est pourquoi une communication doit se faire autour de cette nouvelle approche, selon Touré Mamadou. À partir d'aujourd'hui, c'est une vaste campagne de communication qui sera lancée. Que ce soit les ministres, les membres du conseil politique, jusqu'aux militants les plus lambda. Pour relayer cette information, les mouvements de soutien, les cadres du RHDP et les militants s'engagent. Le RHDP ne peut plus travailler de façon artisanale et papérassière. Le RHDP est à un niveau très élevé, avec des hommes qui sont très élevés au point de vue intellectuel. C'est le savoir-faire, le savoir-être. Eh bien, le RHDP voit loin. Le RHDP sait faire les choses avec d'abord à sa tête le président Ouattara. Après avoir présenté le processus de l'enrôlement numérique des militants, Adama Bitoko, directeur exécutif du RHDP, a demandé à tous les militants de rester mobilisés pour les élections futures. À partir d'aujourd'hui, chaque week-end, vous devez occuper les villages, les quartiers, les communes. Chaque week-end, messieurs les régionaux, chaque week-end, messieurs les ministres, chaque week-end, rendez-vous disponible pour la base. Un message accueilli avec beaucoup d'intérêt. Cette plateforme va, en plus des objectifs spécifiques, rapprocher les militants de leur parti, étant en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays. Et sur le terrain, les actions continuent. La coordination RHDP de la région de Lodjibois était en conclave. Cette rencontre de remobilisation entre dans le cadre de l'implantation du parti. Les dirigeants locaux présentés, ils sont appelés à travailler dans l'union et la cohésion. Le ministre Amédée Kouakou a donné les orientations à ses responsables pour relever les défis à venir. Léon Brou. Pour une rencontre d'échange entre coordonnateurs régionaux, départementaux, communaux et sous-préfectoraux du Lodjibois, environ 1000 militants et sympathisants mobilisés à la représentation du RHDP de Divo. Une occasion pour le coordonnateur régional de rappeler à l'unité, au vivre ensemble et à la paix, ces valeurs chères au parti, comme pour mettre en rang de bataille tous les acteurs pour le triomphe du RHDP aux élections de 2020. Nous sommes prêts à travailler avec nos associés, pourquoi pas, puisque c'est ensemble que nous devons faire le travail. Que tu sois principal ou associé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du travail sur le terrain. Pour faire élire le candidat du RHDP au premier tour en 2020, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi expliquer le découpage et les critères de choix des dirigeants régionaux du RHDP ont été privilégiés selon le ministre de l'Équipement, les élus et le principe d'harmonie voulu par le président du parti, à savoir que le RHDP fasse table rase des origines de ses militants. Si vous étiez responsable de toute la ville de Divo, de toute une région, au moment où vous étiez tout seul, lorsqu'on se met ensemble, évidemment, il va falloir qu'on ait un partage. Et c'est ce partage-là qui a été fait. Au niveau du découpage, il y a des coordonnateurs régionaux, il y a des associés, il y a des coordonnateurs départementaux, il y a des associés, il y a des coordonnateurs communaux, il y a des associés. Cette architecture a été pensée ainsi pour prendre en compte l'ensemble de toutes les sensibilités. Ces éclairages pour lever les éventuelles incompréhensions et grincements de dents nés de la nomination des responsables régionaux. Le but, maintenir la cohésion au sein de la coordination RHDP de la région du Lodjibois.
Un autre parti se prépare. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire tient bientôt son premier congrès ordinaire. Il vient d'organiser son deuxième bureau politique. Mais avant, le RACI adhère au GPS, Génération et Peuple Solidaire. C'est un mouvement politique de Guillaume Soro. Lydie Sadia, Abou Sanogo. Le bureau politique du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, adhère au groupement Génération et Peuple Solidaire, GPS. Un mouvement citoyen créé par l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Cette décision a été annoncée à la deuxième réunion politique du parti. Le président du RACI donne les raisons de cette adhésion. On nous voit au meeting du PDCI, on nous voit dans les activités de GPS. Le peuple de Côte d'Ivoire peut s'interroger, mais quelle est l'orientation au juste? Nos propres militants peuvent se poser la même question. Donc ce bureau politique était nécessaire pour expliquer la démarche politique à nos militants, pour avoir leur observation. Kanigui Soro invite les militants du RACI à s'inscrire à l'opération d'adhésion au GPS sur la plateforme numérique créée par le mouvement. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire projette par ailleurs d'organiser en février prochain son premier congrès ordinaire. Et un nouveau parti politique fait son entrée dans la sphère. Il s'agit du FDI, le Front démocratique ivoirien. Il prépare aussi les échéances à venir. La formation vient de faire sa rentrée. Le président Michel Zaha a invité à la cohésion Éric Goré. Les militants du FDI, le Front démocratique ivoirien, sont allés écouter leur leader. L'événement a lieu dans la commune de Yopougon. Dans son discours, Michel Zaha, président fondateur de cette formation politique, invite ses militants au pardon, à la paix et à la cohésion sociale. C'est pourquoi il a pour slogan « Ensemble bâtissons une nation solide et prospère ». S'il n'y a pas de réconciliation, si vous et moi on ne s'est pas assis sur une table pour que moi je reconnaisse que je vous ai fait du mal et que vous me pardonnez, sincèrement, puisque vous avez reconnu, je vous pardonne. On peut pas, d'ailleurs on s'épie, c'est-à-dire on essaie de vivre un peu en chien de faïence, vous comprenez? Et là ça ne marchera pas. Si nous sommes assis sur une table qu'on s'est réconcilié, naturellement nous allons tous vers une même voie qui est la voie du développement. Apaiser les cœurs, libérer les esprits, afin que le développement soit harmonieux et à visage humain. Le FDI entend faire acte de candidature en 2020 selon son président Michel Zaha. Une candidature que prépare activement son parti politique. Hors de la scène politique, en santé, lutte contre le cancer du sein, la ministre Raymond Goudou Kofi apporte sa contribution. Plus de 1500 femmes du milieu rural dépistées. Une campagne de sensibilisation et de dépistage initiée à Toumoudi. Les femmes ont été instruites sur l'autopalpation. Cela leur permettra de lutter efficacement contre ce tueur silencieux. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo. Tueur silencieux, le cancer du sein est le premier cancer et la première cause de décès chez la femme. Chaque année, 1223 femmes meurent de cette maladie sur les 2248 cas diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Pourtant, le dépistage précoce est la solution au grand mal. À Toumoudi, région du Bélier, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, s'implique dans la lutte contre cette pathologie. On ne pense pas suffisamment à ces femmes du milieu rural. On a toujours tendance à s'adresser aux femmes de la ville. Mais ce sont des femmes qui travaillent énormément. Et si elles sont en mauvaise santé, évidemment, elles ne pourront pas être productives, alors que la nation compte sur elles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un accent particulier sur ces femmes rurales. Plus de 1500 femmes du milieu rural venues du département de Toumoudi ont pris part à ces séances de dépistage. Ils ont essayé d'examiner les décès. La dame m'a dit que j'étais en bonne santé. Je demande à toutes mes soeurs de venir se faire examiner parce que la santé c'est très important. Je suis venue, il m'a trouvé malade, il va me soigner, elle dit merci. Les facteurs à risque et les mesures préventives ont été expliqués à la gente féminine. Mais le message le plus important qu'on a donné aux femmes, c'est surtout l'autopalpation des seins, qui permet de pouvoir détecter le cancer du sein assez tôt. Parce que découvert tôt, on n'est pas obligé de faire l'ablation de tout le sein et le cancer peut être guéri. La ministre Raymond Goudou Kofi s'est engagée à la prise en charge de toutes les femmes déclarées positives au cancer du sein. La lutte contre la pauvreté rime bien avec la santé.
du matériel agricole et 2 tricycles d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été remis à 21 groupements d'associations de femmes rurales actrices de développement. Elles aussi sont des acteurs de développement, les centres de protection de la petite enfance. Ils permettent aux tout-petits de se préparer pour l'école primaire. Ils participent aussi à la socialisation de l'enfant, un rôle parfois très peu connu. D'ailleurs, vous vous posez certainement des questions sur sa nécessité. Vous allez comprendre mieux dans ce reportage de Théodore Zozou, Franck Wadio. Protéger l'enfant, lui permettre d'accéder à ses droits fondamentaux, c'est la vision du gouvernement. Un service de coordination des structures éducatives de base est alors créé le 17 décembre 2017, un service administratif central qui coordonne les activités des centres de protection de la petite enfance et PPE et les complexes socio-éducatifs. Cependant, ces structures demeurent inconnues. Nous avons dans nos champs d'action des centres de protection de la petite enfance qui sont dans les zones urbaines. Et nous avons les centres d'action communautaire pour l'enfance qui sont dans les villages et dans les zones périurbaines défavorisées. Ces 2 centres prennent en charge les enfants sur le plan socio-éducatif, affectif, psychomoteur et tout, à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans pour leur préscolarisation. Le rôle du centre d'éducation spécialisée, c'est d'apporter un changement de comportement au niveau des enfants, mais au niveau des familles, mais surtout par la prise en charge psycho-éducative des enfants en situation de handicap. Certains pensent même que ces structures reviennent chères par enfant. La directrice apporte des précisions. Chez nous, on parle de frais contributifs. Ces frais contributifs servent à prendre en charge les enfants. Parce que nos structures ne sont pas subventionnées. Nous avons des livrets d'activités. Nous avons l'assurance. Tous les enfants qui rentrent dans nos structures sont assurés par une grande maison d'assurance. Chaque année, un bilan de l'année scolaire est établi. C'est une exigence faite aux structures de base par le service de coordination. Et le bien-être de l'enfant, c'est aussi un environnement sain. L'opération Grand Ménage se poursuit. Elle vient de se tenir à Grand Bassam, les rues de la ville historique nettoyées. C'était en présence de la ministre de la Salubrité, les autorités locales, les populations invitées à s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie. Grâce Kando. Grand Bassam dans la région du Sud Comoé, ville choisie pour la 33e édition de l'opération Grand Ménage. Balayage des grandes artères, curage de caniveaux, des actions menées par les différentes couches sociales. En tant qu'étudiant, en tant qu'organisation qui fait la promotion du civisme, nous avons décidé de faire tout le déplacement pour soutenir le ministère. Si chacun est sensibilisé à ne pas salir la ville, je pense que nous allons arriver. Le problème n'est pas seulement Bassam, le problème est un problème national. Il doit y avoir la sensibilisation et après la sensibilisation, il faudrait faire de la répression. Pour cette édition, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité fait du porte-à-porte. Commerçants et transporteurs sont sensibilisés sur les notions de propriété. Tout ce que tu vois là, ça y est à terre, regardez à terre. Selon Anne-Désirée Ouloto, le choix de cette ville n'est pas fortuit. Grand Bassam a été secoué récemment par les inondations avec tout son lot de conséquences. La population a attiré l'attention du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité sur les déchets qui avaient envahi la ville de Grand Bassam. Et donc, dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement, le ministère de l'Assainissement a jugé utile de consacrer cette édition de l'opération Grand Ménage à Grand Bassam. Donc, depuis 48 heures, nos équipes sont à pied d'œuvre. Les dépôts sauvages ont été, pour la grande majorité, enlevés. Les opérations de ratissage continuent. Et nous sommes venus aujourd'hui pour évaluer ces travaux. Tout comme Grand Bassam, la région de la Mé a aussi fait les frais des dernières pluies diluviennes. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité annonce dans les prochaines semaines une visite dans cette localité pour mener des actions de salubrité. Opération Grand Ménage à Grand Bassam, on prépare aussi l'Abissa. L'événement était initialement prévu pour démarrer ce samedi. La fête du peuple Nzma aura bel et bien lieu, rassurent les organisateurs. Les nouvelles dates, c'est désormais du 17 novembre au 1er décembre 2019. Un report suite aux inondations dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Des explications avec Issa Tionayo.
La Bissa aura bel et bien lieu cette année. Ce, malgré la montée des eaux constatée ces derniers jours au quartier France du Grand Bassam. Au cours d'un échange avec la presse, le comité d'organisation fait référence à l'histoire pour expliquer la calamité récente de la ville historique. À l'occasion de la révélation de la Bissa, c'était la calamité qui découlait de la faim. Aujourd'hui, en 2019, c'est une calamité qui découle de la montée des eaux. Et le remède que nos ancêtres ont eu pour se préserver, pour se prémunir de cela, c'est le même remède que nous allons utiliser. Le conférencier rassure donc avant de dévoiler la nouvelle date de la Bissa. La Bissa 2019 va se tenir. Dans la perspective donc d'éloigner les calamités, le roi Tanoué Amon ne peut pas faire cette Bissa en laissant une partie de sa communauté dans la détresse. Du 17 novembre au 1er décembre, permet donc au peuple Nzema de faire la fête dans la quiétude avec l'ensemble de la communauté, avec l'ensemble des membres de la communauté du peuple Nzema. Belen Damoulé profite de l'occasion pour dire que le peuple Nzima est réconcilié. La réconciliation, elle n'est pas une chose brutale, c'est un processus. On l'entame et on l'achève. Aujourd'hui, le souci donc de Sa Majesté, c'est de mettre bas la terre, d'aller vers les autres, expliquer aux autres que nous avons besoin d'être ensemble pour le développement du peuple Nzema. Les populations du quartier France, qui n'avaient plus l'électricité depuis la montée des eaux, ont désormais le courant. Ce rétablissement de l'électricité ouvre la voie de l'organisation de la Bissa 2019, selon Belen Damoulé. Comme vous le voyez, la Bissa, c'est culturel. La SCAD veut justement être proche davantage de ces questions et des réalités sociales. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines fait sa rentrée 2019-2020. Le mois de novembre est consacré aux panels, forats et conférences. Des détails avec Franck Wadiou. Créée le 1er septembre 2003, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, axée sur le rayonnement culturel, la croissance économique et le progrès social, reste un instrument de réflexion libre dont les conclusions, selon son premier responsable, ne sont pas assujetties aux décisions des gouvernants. Pour la rentrée académique 2019-2020, l'ASCAD est face à la presse. L'Académie affiche sa volonté de promouvoir davantage les valeurs sociétales. Donc notre rôle à nous, c'est de retourner vers nos compatriotes, ne serait-ce qu'une parcelle des efforts qu'ils ont pu faire pour que nous soyons ce que nous sommes. C'est ça la logique, n'est-ce pas, de la dynamique sociétale. Donc tout tourne autour de cela, à l'issue de quoi nous pensons qu'on nous comprendra mieux et nous aussi nous pourrions comprendre mieux, n'est-ce pas, nos compatriotes. Un programme d'activités décliné donc et articulé en plusieurs phases. Nous avons une partie qu'on appelle le Forum Sciences et Culture qui part du 5 novembre jusqu'au 13. La séance solennelle même, le 14. L'ASCAD a publié plusieurs travaux d'orientation scientifique sur diverses problématiques. Depuis 2011, l'ASCAD initie un prix de la recherche et depuis 2013 octroie des bourses pour le soutien d'activités scientifiques. Le gendarme d'Abobo, c'est le film diffusé en avant-première jeudi dernier. Il est comique et met en scène des acteurs ivoiriens et français. Gou Michel a enfilé le treillis et les galons de la gendarmerie. Un film qui gravite autour des questions liées à la sécurité. On se fait une idée en image avec Franck Wadiou. Ils ont voulu être les premiers témoins de la diffusion de ce film. L'avant-première du gendarme d'Abobo suscite l'engouement des cinéphiles ivoiriens. Un film comique du réalisateur franco-allemand Anton Villa. Bon, regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. Villa. Oui. Il y a un souci. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Je trouve que le résultat est réussi. Le travail est bien fait. J'ai été bluffé. J'étais surpris. J'avais un doute sur ce que ça pouvait donner. Et surtout, j'avais un doute dans mon rôle pour savoir s'il allait faire rire aux côtés de Michel. C'est un régal de voir les gens rire de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, c'était quand même extraordinaire.
C'est l'histoire d'un gendarme qui mène une vie paisible dans un village à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, où il dépouille toutes les voitures qui passent. Mais le jour où il tombe accidentellement sur la voiture du ministre de la Défense, il est muté dans le quartier le plus chaud d'Abidjan, à Bobo. Vous avez reconnu le ministre de la Défense? Devant faire équipe avec le fils illégitime du président de la République française écarté des missions sensibles, il va devoir prouver qu'il est un vrai gendarme. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de tirer la charrette du cinéma africain et j'espère que ça ira encore très très loin et qu'avec l'ouverture de nouvelles salles, de plus en plus de films qui pourront être appelés des blockbusters vont venir. Il y a des terroristes à Bobo. C'est autour de cette question de l'adjudant-chef Gou que gravite le film. La réponse à cette question certainement au bout de plus d'une heure et demie de comédie. Les chrétiens ont célébré hier la fête de Toussaint, une célébration en hommage à tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile. Cette fête de tous les saints marquée ici en Côte d'Ivoire, une occasion aussi pour prier pour les proches disparus. Ce samedi était consacré aux défunts. Les familles se sont recueillies sur les tombes de leurs proches, des gerbes de fleurs déposées et priaient pour le repos de leur âme. Ce 2 novembre marque aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre les journalistes et les travailleurs des médias. C'est en décembre 2013, lors de sa 68e session, que l'Assemblée générale des Nations unies a pris cette décision. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013 au Mali. Et justement au Mali, au moins 49 militaires tués hier dans une attaque qualifiée de terroriste. C'est une position des forces armées maliennes, la FAMA, dans le secteur de Ménaka qui était ciblée. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée depuis plusieurs années. Ce samedi à la mi-journée, les forces maliennes occupaient de nouveau leur position dans la localité. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.